Bonjour à tous, donc bienvenue à la Chambre de métier et de l'artisanat Normandie. Je me présente, je suis donc Christine Breton-Denbouy, je suis en charge de l'accompagnement et des actions qui sont développées et mises en application donc, en faveur des professionnels métiers d'art, notamment dans le cadre d'un programme qui est conjointement voulu entre la CMA Normandie et la région Normandie. Suite à la période évidemment difficile de cette crise sanitaire que nous avons vécue, nous avons imaginé et décidé avec les collègues de la Chambre de métier plus spécialisés que moi et plus spécialistes que moi sur le digital, de proposer un certain nombre de webinaires sur la notion des enjeux du numérique. Et une première série a été proposée et spécifiquement dédiée aux professionnels métiers d'art. Nous avons donc aujourd'hui cet épisode 2 sur la thématique développement des ventes avec Internet. Nous avons donc eu un épisode 1, certains d'entre vous étaient déjà avec nous. Cet épisode 1 qui traitait de la thématique visibilité sur Internet et les réseaux sociaux s'est tenu donc au début du mois de juillet. Sachez que c'est disponible, hein, ce webinaire est disponible en replay. On vous enverra le lien pour pouvoir le visionner et vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de la CMA Normandie dans la playlist du Pôle Athènes. Excusez-moi, Madame Breton, dans la playlist du Pôle Athènes. A-T-E-N. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure, ce sont les collègues. Merci. Voilà. On vous enverra de toute façon le lien et puis peut-être, je passe à la diapo suivante, oui. Peut-être François pourra nous le mettre dans le chat tout à l'heure. Merci. Donc, pour le bon déroulement, pour les problématiques d'interférence, de connexion, de rapidité de connexion et autres, je vous invite donc à couper vos caméras. Ce sera peut-être plus confortable pour vous pour nous suivre. Du coup, ou en tous les cas, hein, pour ceux qui sont à l'aise avec l'outil, coupez aussi, les micros pour éviter hein, toute interférence, tout écho qui pourrait nous déranger. Je vais vous inviter à poser vos questions dans le chat. Donc, c'est cette petite icône que vous allez retrouver vous aussi sur vos écrans. Alors, ou en haut à droite ou en bas à gauche, ça dépend un peu de l'affichage. Hein, donc, cette petite bulle que vous retrouvez qui vous permet d'activer et de nous poser des questions. François Buvry, mon collègue qui vous a accueilli, étant à la manœuvre pour vous répondre. En arrière. Bien évidemment, on vous laissera la parole, peut-être plutôt en fin de présentation. Ceci dit, hein, si vous avez la volonté, excusez-moi, je suis perdue dans mon PowerPoint. Si vous avez la volonté de nous poser des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser l'icône avec la main ici en haut qui vous permet de nous dire que vous voulez prendre la parole. Sinon, bien sûr, on aura un temps d'échange à la fin de notre présentation. Vous dire, on l'a évoqué tout à l'heure, mais tout le monde n'était peut-être pas arrivé, vous dire que ce webinaire est donc enregistré, comme cet épisode 1. On le mettra donc en ligne, donc il faut que vous le sachiez, lorsque vous prendrez la parole, vous serez également enregistré. Alors, en préambule et avant donc de laisser la parole à mes collègues, quelques premières informations je voulais vous donner sur la notion métier d'art. Je l'avais déjà évoqué dans l'épisode 1, mais je pense que c'est important d'y revenir, notamment sur l'utilisation des outils que vous avez sur Internet, sur votre appartenance à ces spécificités métiers d'art. Donc, vous le savez, les métiers d'art, hein, c'est 198 métiers et 83 spécialités qui appartiennent donc à des domaines d'activité, le métal, le cuir, la facture instrumentale, etc. Et donc, c'est important, à mon sens, pour vous, dans les outils que vous utilisez, c'était vrai sur les outils papier, c'est vrai aussi sur les outils digitaux ou numériques, de bien identifier le métier auquel vous appartenez, bien sûr, le domaine d'activité auquel vous appartenez également, et finalement de le faire savoir. Je l'avais dit la première fois, vous avez un savoir-faire, les métiers d'art, ce sont des gestes techniques, un savoir-faire, un apport artistique, une transformation de la matière. Tous ces éléments-là, il faut effectivement que vous puissiez les exploiter et les faire savoir dans les outils que vous utilisez.
C'était vrai sur les outils liés à l'image, à la présentation de vos entreprises. C'est vrai aussi sur la notion de commerce et d'e-boutique, où il faut effectivement, à mon sens, faire valoir cette spécificité de votre appartenance au métier d'art. Quelques chiffres, je ne vais pas vous noyer, mais quelques chiffres liés effectivement à la crise justement et au développement et aux enjeux de la vente en ligne, hein, vraie stratégie commerciale. Donc, c'est des chiffres qui viennent de la source de la Fédération de l'e-commerce. On a eu une augmentation entre 2019 et 2020 de plus de 8,5% de chiffre d'affaires, d'augmentation de chiffre d'affaires via la vente en ligne. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est 41 millions de Français qui achètent en ligne. Et là aussi, entre 2019 et 2020, c'est 1,5 million de plus d'acheteurs sur les sites marchands. On sait aussi qu'il y a eu près de 180 000 sites marchands qui ont été activés, nouveaux sites marchands qui ont été créés dans la continuité, dans la suite, on va dire, de cette crise sanitaire. On peut aussi faire ressortir quelques chiffres liés au secteur, au domaine d'activité qui permettent donc ces ventes. Donc, ce sont des chiffres en pourcentage des internautes, mais par exemple, on a 54% des internautes qui achètent dans le domaine de la mode, de l'habillement, des accessoires de mode, 30% dans le domaine de la maison et décoration et près de 40% dans le domaine des jeux et jouets. Donc, on voit que dans un certain nombre de secteurs d'activité qui s'apparentent évidemment au métier d'art, on retrouve des acheteurs via les sites d'e-commerce. Vous dire, si je voulais vous donner un autre chiffre qui a aussi peut-être son importance, c'est que il y a donc sur les sites d'e-commerce, enfin le site d'e-commerce permet une augmentation de près de 15% du chiffre d'affaires d'une boutique classique, hein. Donc, un professionnel qui utilise ces deux canaux, la boutique traditionnelle et puis la boutique en ligne, il augmente son chiffre d'affaires de près de 15% par rapport à sa boutique traditionnelle via sa boutique d'e-commerce. Donc, c'est un chiffre moyen, évidemment, mais bon, voilà, c'est intéressant aussi de le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire donc pendant ce webinaire? Donc, où et comment on fait effectivement cette action d'e-commerce? Donc, premier sujet qui sera développé, c'est ce qu'on appelle les places de marché, hein, les marketplaces. Alors, qu'est-ce que c'est que ces marketplaces? Comment on les retrouve? Qu'est-ce qui existe? Quels sont les avantages et les inconvénients? Les sites d'e-commerce seront également présentés en propre, hein, le professionnel qui développe lui-même ou qui fait développer son site d'e-commerce, là aussi les avantages et les inconvénients. Et puis la notion de communication, parce que c'est peut-être là où ça peut parfois un peu pêcher, c'est qu'il ne suffit peut-être pas de créer une e-boutique, qu'elle soit portée par le professionnel ou qu'elle soit portée par une place de marché. Faut-il encore le faire savoir et faire connaître l'existence de cette e-boutique? À ce sujet, on a la présence de Madame Morgane Thomasin, donc céramiste qui est installée à Bayeux, qui vous apportera son témoignage, hein, qui vous dira à quel moment et quelle a été pour elle l'opportunité de créer cette e-boutique, quels en sont les avantages et puis aussi les difficultés qu'elle a pu rencontrer, surmonter, celles qui sont encore existantes. Il n'est pas forcément question de dire que tout est merveilleux, mais bien de vous présenter l'ensemble des dispositifs qui sont à votre disposition. Je regarde l'heure. Je vous parlais tout à l'heure donc des actions qui sont mises en place par la Chambre de métiers conjointement avec la région Normandie, donc à destination des professionnels métiers d'art de la Normandie. Et donc, nous avons ce site, hein, métiersdartnormandie.fr, que vous connaissez, que certains d'entre vous connaissent bien, pour lesquels ils sont déjà inscrits. Ceux qui ne le seraient pas, d'ailleurs, je les inviterai à s'y inscrire. Je vais juste départager pour revenir donc justement sur celui-ci. Donc, ce site, il a vocation à présenter donc, les actions qui sont portées, qui sont à destination des professionnels métiers d'art. Il a aussi vocation à être un annuaire de présentation des professionnels. Donc, je le fais afficher volontairement. On tombe sur la page. Donc, c'est un affichage aléatoire, hein, pour donner de la visibilité à tout le monde. Et lorsqu'on rentre dans la fiche ici de Madame Vesselot, on découvre donc une petite vitrine virtuelle avec quelques photos, un texte descriptif et une localisation géographique, ainsi que toutes les coordonnées, bien évidemment, de la professionnelle.
c'est pas un site marchand. Donc aujourd'hui, on vous parle d'e-commerce. Donc ce site, cet annuaire des professionnels métiers d'art n'a pas vocation à être un site marchand, mais par contre, c'est un site de relais. Là aussi, c'est aussi donner de la visibilité, par exemple, à votre e-boutique via cet annuaire des professionnels. Donc il faut aussi exploiter l'ensemble des outils sur lesquels vous êtes présent. Je le disais tout de suite, pour ceux qui ne seraient pas inscrits, n'hésitez pas à engager la démarche si vous le souhaitez. Donc ici, vous avez un onglet Espace Pro et quand vous cliquez ici, vous arrivez sur le formulaire d'inscription. On va vous demander votre numéro de sirène. Il suffira donc de le saisir. Deux hypothèses, donc un formulaire vierge où vous viendrez compléter les éléments et soumettre votre candidature. Ou deuxième hypothèse, vous êtes déjà connu de notre base, donc les champs sont déjà complétés. Vous pouvez bien évidemment les modifier et là aussi soumettre votre demande pour pouvoir apparaître sur ce site. Je laisse la parole à mon collègue Benjamin Laudet qui va démarrer sur le sujet donc des marketplaces. Je te laisse, Benjamin, peut-être prendre la main. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je vais partager aussi mon écran. Donc, je suis en train de lancer ce partage. Est-ce que vous pouvez juste me faire un retour pour dire si ça fonctionne bien? Oui, on voit bien. D'accord, merci. Parfait. Donc, je me présente très rapidement. Je suis Benjamin Laudet, je suis conseiller numérique à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie sur le territoire de la Manche. Donc, je vais vous parler des places de marché et des sites e-commerce. Pour commencer, on peut essayer de définir ce qu'est une place de marché. Je vais faire deux comparaisons. La première, c'est celle qui est la plus proche au niveau du vocabulaire, c'est-à-dire on pourrait comparer ça à un marché. Je suis sûr que autour de vous, dans les villes qui sont proches, vous avez forcément des marchés. Et ben, c'est un petit peu la même chose, mais sur Internet, c'est-à-dire que c'est un endroit défini, c'est-à-dire un site sur lequel on va avoir un emplacement. Cet emplacement est parfois gratuit, parfois payant. À la différence d'un marché réel, ce qu'on va avoir sur Internet, c'est qu'on va avoir souvent des frais pour chaque vente liés à cette plateforme sur laquelle on va se mettre. Je vais vous donner très rapidement des noms, comme ça va vous parler. Alors, j'ai fait une première comparaison, je vais en faire une deuxième qui me semble aussi assez juste. Je compare souvent ça à aussi une présence dans une galerie marchande. Parce que la galerie marchande est un lieu qui va générer du trafic, où quelqu'un peut se rendre dans une galerie marchande pour acheter un produit, pas forcément celui de votre boutique, mais finalement, il passe devant, il achète votre produit. Comme dans une galerie marchande, une place de marché, c'est quelque chose qui est assez charté, qui a ses couleurs, qui a son univers. Donc, je trouve que c'est assez similaire en comparaison. Après, il y a une grosse différence, c'est que la place de marché sur Internet, on a une approche par boutique, c'est-à-dire que quelqu'un peut se rendre directement sur votre boutique, mais on a une approche aussi produit, ce qui fait que quelqu'un va pouvoir chercher un produit et découvrir ce que vous faites, découvrir votre boutique et voir l'ensemble de votre univers, mais a priori, il n'était pas venu voir votre boutique. Donc c'est ça le plus aussi, c'est un plus de visibilité, un plus de référencement, et c'est une approche différente. Les premiers noms que je vais évoquer, je pense par la nature de votre activité, bon, il y en a un déjà que forcément vous connaissez, quelle que soit l'activité, c'est Amazon. Il y en a un autre qui est Etsy, qui est très orienté fabrication. Fabrication, création, notamment métier d'art. On ira voir aussi d'autres places de marché parce que celles-ci sont généralistes, même si Etsy a déjà une orientation. Mais il y en a vraiment qui sont dédiés au métier d'art. On vous a mis Empreinte, Artiboutique, l'atelier des créateurs. Et on a d'autres approches. On a des approches géographiques comme Ma Ville Mon Shopping. Donc, on ne peut pas tout aller les voir parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous avez aussi des places de marché qui ont une approche Made in France, qui ont une approche éco-responsable. À vous, sans doute, de trouver la place de marché qui va être la plus
en phase avec l'approche de votre entreprise, mais aussi votre cible clientèle. Et puis, il faut aussi une place de marché qui soit assez efficace. Ça dépend beaucoup de vos objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est d'avoir un endroit en ligne où quelqu'un peut acheter vos produits? Je vous donne un exemple. Vous faites des marchés physiques réels et lorsque vous avez un client, admettons de Paris, celui-ci vous dit « Ah, vos produits ils me plaisent bien, si je veux en racheter, je fais comment ?» Et là, je pourrais avoir une présence sur une place de marché et communiquer l'adresse directement. Mais il y a une toute autre approche de se dire, moi, je me mets sur une place de marché pour faire connaître mes produits en ligne. Et là, je vais viser plutôt une place de marché qui est très connue. Donc forcément, si on parle de noms comme Amazon, ou alors Cdiscount, Price Minister, sont des places de marché qui sont très, très connues, donc qui vont avoir un rôle de démarche commerciale automatique. Je vais quitter cette présentation pour vous montrer des exemples. Alors déjà, vous parlez un petit peu de combien ça coûte. Si on commence avec Amazon, Amazon a une partie dédiée à tout ce qui est création. C'est Amazon Handmade. On peut être aussi sur le Amazon classique, hein, où il y a carrément une grille de tarification, puisque ce ne sont pas les mêmes tarifs qui sont pris par Amazon selon ce que vous vendez. Là, je vous montre vraiment ce qui, selon moi, me semble orienté par rapport à vos métiers. Ici, en fin de compte, ça va être un pourcentage qui va être demandé, qui va être de 12%. Alors, c'est vrai que ça peut paraître important, mais en fin de compte, la notoriété de la plateforme, aussi son efficacité par rapport à la logistique, peut justifier ce tarif. L'idée, c'est peut-être que là, en vous mettant sur ce type de plateforme, vous allez vendre auprès d'une cible que de toute façon, vous n'aurez jamais touché. Donc, c'est ça qui peut être intéressant avec cette plateforme. Là, je ne vais pas lister les pour et les contre Amazon, ce n'est pas le but. Chacun sa vision. Mais l'idée, c'est que ça existe, que vous, en tant qu'artisan, vous pouvez aussi bénéficier de ce genre de plateforme. Et le pourcentage, en fin de compte, ça peut être aussi inclus dans votre prix de revient quand vous déterminez vos tarifs. Donc, c'est un premier exemple de plateforme et de tarif. On va aller voir un deuxième exemple qui va être Etsy. Donc, Etsy, c'est une plateforme très, très connue. Je pense que vous la connaissez. Ils avaient racheté Little Market, qui était une plateforme française. Etsy rayonne au niveau mondial et très lié avec des outils comme Pinterest. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dessus. Donc, finalement, on se dit c'est une mise en concurrence. C'est aussi, par exemple, vous mettez en avant votre boutique sur Etsy. Rien n'empêche quelqu'un d'aller voir un produit similaire vendu par un autre vendeur. Mais ça, c'est le jeu. L'idée, c'est plutôt de se dire, quelqu'un cherche ce type de produit sur Etsy, il va tomber sur mon produit, ça va le séduire et il va l'acheter. Donc là, au niveau des tarifs, Etsy, c'est un peu différent parce qu'il y a un coût à chaque article qu'on va mettre et après, il y a un pourcentage qui est demandé. Le pourcentage est moindre que le pourcentage demandé par Amazon, mais par contre, le fait de d'avoir un coût par produit qu'on va mettre, ça fait que même si vous ne vendez pas, vous avez un coût. Donc, c'est une différence avec ce qu'on va retrouver sur certains outils où lorsqu'on ne vend pas, on n'a aucun coût puisque le coût est généré au moment de la vente. Un troisième exemple, et après je m'arrête là au niveau de la tarification, Ma Ville Mon Shopping. Alors, je vous montre l'exemple pour la Manche, mais pour chaque département, il y a une solution avec Ma Ville Mon Shopping. Il faudra vous renseigner auprès de votre CMA. Dans la Manche, la solution, le partenariat avec Ma Ville Mon Shopping, c'est entre le département de la Manche et Ma Ville Mon Shopping, ce qui fait que les artisans n'ont pas de coût d'abonnement. Ils vont avoir un pourcentage qui est comme sur Etsy de 5% pour chaque vente. Donc, ce qui fait que je trouve que c'est une solution intéressante dans l'optique qui avait été évoquée de dire ma clientèle me demande si je peux vendre en ligne. Et ben, en faisant ça, j'ai une solution qui est peu coûteuse, qui ne m'engage pas trop et qui me permet de tester
de voir les retours que je peux avoir. Là, on est sur une approche locale, mais en fin de compte, quand vous créez votre boutique sur cette solution, je vais vous montrer un exemple, on a une adresse dédiée. Sur toutes les places de marché, vous aurez une adresse dédiée, ça ne sera pas votre adresse, mais ça va être une adresse du type comme je vais vous montrer là. Là, ça veut dire qu'on est chez Etsy, mais à la fin, on a son adresse dédiée. Alors, la Fabrique de Février, qui est une entreprise qui est en Normandie, qui a mis ses produits sur Etsy. Alors, vous voyez ici, c'est affiché par exemple livraison gratuite. Ça, c'est une politique à voir comment vous définissez la livraison. C'est souvent attractif au niveau visuel quand un client voit livraison gratuite, il va avoir envie de cliquer dessus et il se dit bon, bah, j'ai pas les frais de livraison. Finalement, c'est souvent masqué dans le prix global et ça revient au même. Sur une place de marché, comme vous êtes dans l'interface de la place de marché, ce qui va vous permettre de vous démarquer, c'est ce que vous mettez comme visuel. Ici, on a une vidéo. C'est pas souvent qu'il y a des vidéos, mais je trouve que c'est intéressant comme approche. Ça peut être plus parlant qu'une photo. Ce qui va vous démarquer, c'est aussi les présentations, d'être le plus précis possible. Dites-vous bien que vous n'êtes pas en face des clients. Donc là, pour les convaincre, c'est le texte que vous allez mettre. Et aussi, ce qui démarque beaucoup, c'est les avis. Les avis sur la boutique ou sur le produit. Sachant que dans les dernières statistiques, vous avez à peu près 8 internautes sur 10 qui sont très influencés par les avis. Et sur la jeune génération des 18-25 ans, on monte à 91%, excusez-moi, des internautes qui sont autant influencés par les avis sur Internet que les avis de leurs proches. Donc, on voit bien que ce n'est pas une tendance qui va se réduire. Donc, un exemple sur Etsy, je vous en montre un autre. L'idée, c'est de vous montrer que, vous voyez, on est toujours dans la même interface, dans les mêmes couleurs, et que les moyens de se démarquer ne sont pas énormes. Ça va être un petit logo, ça va être les visuels de vos produits. Donc, ça veut dire qu'il va beaucoup falloir travailler les visuels de produits. Et là, ce qui est très intéressant, vous voyez, il y a comme une signature graphique de l'entreprise avec le petit logo. On peut avoir une signature sur les types de photos qu'on prend, mais aussi cette signature-là, elle est intéressante parce qu'elle protège, elle marque. Et quand on est sur une place de marché, on se démarque aussi par ce visuel-là. Autre exemple. Alors là, je n'ai pas trouvé en Normandie, mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous le montrer. Ici, on est sur une personnalisation, donc c'est souvent fait avec de la découpe laser. On est sur quelqu'un qui s'est mis sur Amazon Handmade et qui va directement présenter ses produits, mais qui va avoir, là ici, j'ai l'accès à la boutique globale de la personne et les informations sur le vendeur. Alors là encore, vous voyez, c'est complètement charté Amazon avec une interface qui plaît ou qui ne plaît pas, mais on est obligé de rentrer dans cette interface. Donc encore une fois, pour se démarquer, c'est les photos qu'on va mettre, les textes qu'on va mettre. Sur une autre place de marché qui a été évoquée, qui est une place de marché dédiée métier d'art. Là, on a quelqu'un qui est présent. Donc encore, on rentre dans cette charte de la place de marché et on se démarque par les produits qu'on va mettre, par les textes qu'on va mettre. Et moi, je vous invite à être le plus précis possible sur ce que vous allez présenter, à la fois sur les photos. Une photo d'ensemble ne suffirait pas, il va falloir un petit peu de détails. Peut-être aussi, parfois, on oublie de mettre de l'humain, mais là, quand on est sur des bijoux, c'est bien d'avoir les bijoux mis sur quelqu'un, parce qu'on se rend compte de l'échelle. Et après, au niveau des textes, d'essayer de raconter une histoire, de dire que derrière les produits, il y a quelqu'un, il y a une entreprise. Donc ça aussi, ça peut être important. Dernier élément sur les places de marché. Ma ville, mon shopping. Là, c'est un exemple de hasard des choses, de quelqu'un qui est présent là aujourd'hui. Cet exemple est intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que ici, sur le petit profil de la boutique, on voit directement la personne. Et moi, je trouve qu'apporter de l'humain, c'est toujours intéressant.
un site e-commerce, ça peut faire très, très déshumanisé. On arrive dessus, on a une liste de produits et on ne voit pas vraiment qui il y a derrière. Alors, quand on a cette possibilité de se mettre, s'afficher, moi, je trouve qu'il ne faut pas hésiter. Souvent, je sais que vous n'aimez pas faire ça, mais c'est quand même important. Et puis ici, on a une couverture aussi qui a été un petit peu travaillée avec plusieurs abat-jours. Donc là aussi, c'est intéressant parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'éléments pour vous démarquer sur une place de marché. Donc, essayez d'en profiter au maximum. Et là, on va voir les produits. Je vous ai dit que celle-ci, c'est une place de marché qui est géographique. C'est pour ça que vous voyez la petite punaise avec Avranches. Mais à vrai dire, il y a une adresse dédiée qui peut être communiquée sur vos cartes de visite, qui peut être communiquée en signature de mail, qui peut être communiquée un petit peu partout. Juste pour vous dire, hein, vous pouvez poser les questions dans le chat. On aura aussi un temps d'échange à la fin, donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous les poser. Donc cette approche place de marché, pour revenir et terminer là-dessus. Je relance juste ça. On va lister les avantages et les inconvénients. Pour moi, en avantage, il y a le fait de pouvoir tester à moindre coût. C'est rare, les places de marché, on a des engagements de durée et de longue durée. Donc, ça veut dire qu'on peut s'abonner juste pour un mois, même si ce n'est pas le but. Et puis, surtout, celles comme Ma Ville, Mon Shopping, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Donc, en fin de compte, si vous ne vendez pas, ça ne vous coûte rien, même si le but d'investir du temps et de mettre des produits dessus, c'est vendre. Ça permet de proposer une solution à ses clients. Si vous êtes fréquemment relancé par les clients qui vous disent « Est-ce que je peux acheter votre produit en ligne ?» et payer en ligne, parce que c'est vraiment ça aussi ce qu'ils cherchent, et ben, c'est de leur dire « Oui, maintenant, vous pouvez le faire sur cette place de marché. » Ça permet de capter une nouvelle clientèle, quelqu'un qui ne va pas pouvoir se déplacer physiquement dans votre boutique ou dans votre secteur géographique, mais qui est intéressé par votre produit, pourra acheter sur cette place de marché. Il pourra payer en ligne. On sait bien qu'aujourd'hui, les paiements en ligne, c'est sur une explosion. C'est quelque chose qui est vraiment entré dans les mœurs. Et des avantages aussi, c'est que sur les places de marché, il y a souvent des passerelles avec des solutions logistiques de livraison et de gestion des stocks. Donc, c'est ça aussi qui peut vous faciliter la vie. Je ne parle pas du côté réglementaire aussi, où là, c'est pareil, il vous aide à faire en sorte que ce que vous vendez en ligne, ça soit vendu d'une façon où vous respectez la réglementation. Une autre chose aussi que je voudrais rajouter, qui n'est pas dans la liste, mais ça peut rassurer les clients d'être sur une place de marché connue par rapport à votre propre site internet, où là, comme ils ne connaissaient pas, ils peuvent hésiter à passer à l'acte d'achat. Inconvénient, parce qu'il y en a, vous êtes dans l'environnement de la place de marché. Si vos couleurs à vous, c'est le bordeaux et le rose, la place de marché a une tendance qui est verte et orange, qui ne vous plaît pas du tout. Vous serez obligé de rentrer dans cette tendance-là. Si l'ergonomie ne vous plaît pas, ça sera pareil. Donc c'est vraiment ça, c'est un gros inconvénient. Et l'autre inconvénient, c'est la mise en concurrence. C'est-à-dire rien n'empêche un client d'aller voir des produits similaires sur la place de marché et de comparer. Je passe à la partie suivante, donc qui est la partie e-commerce. Donc, je peux avoir une première expérience place de marché qui est concluante et me dire je vais essayer d'aller plus loin et d'aller vers du e-commerce avec mon propre site internet. Donc, si on garde notre comparaison, on avait une boutique en galerie marchande et là, on se dit ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir de la galerie marchande, je vais faire ma propre boutique. Et par contre, il va falloir que je fasse mes propres routes et mes propres pancartes pour arriver jusqu'à ma boutique et la faire connaître. Donc ça, il ne faut pas oublier que je vais avoir ce travail-là à faire de mon côté. Il y a plein de solutions. On vous a mis quelques noms. C'est une liste non exhaustive parce que les solutions sont nombreuses. Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Jimdo, Wix. Je vais vous en montrer quelques-unes. Dans tous les cas, à quoi il faut faire attention? Comme on va intégrer du paiement en ligne, vous êtes d'accord que maintenant, même si on pourrait proposer du e-commerce avec paiement par chèque, ce n'est pas ce qu'attend la clientèle parce qu'il y a l'envoi du chèque, il y a la réception, l'encaissement, tout est retardé. Donc, ce qu'ils attendent, c'est des paiements en ligne. Et là, il y a des solutions qui sont multiples. Il y a des outils comme Stripe, qui est peut-être pas aussi connu que PayPal, mais finalement qui est très implanté.
il va y avoir PayPal que vous connaissez sans doute, il y a les outils de la banque. Tous, en fin de compte, vont vous prendre des frais sur chaque transaction et certains vont prendre des abonnements. Donc, à vous de voir. Parfois, avec l'abonnement, c'est intéressant si j'ai un gros volume de vente parce que les frais sont réduits. Sans abonnement, les frais sont plus élevés. C'est plus intéressant quand je fais au départ un volume réduit de vente. Il faudra faire attention aux conditions générales de vente, aux médiateurs de la consommation, aux mentions légales, à tout ce qui est protection des données personnelles. Alors les cookies, vous en avez sans doute entendu parler ou vu quand vous allez sur des sites internet. Pour cette réglementation, c'est là où on a souvent besoin de se faire accompagner par un prestataire ou par un conseiller pour vous guider sur ce qu'il faut faire sur des sites utiles pour avoir l'information. Et faire attention aussi à la gestion des stocks et à la livraison. Donc, il va falloir trouver des solutions de livraison, des solutions adaptées à vos produits. Et je sais que souvent dans les métiers d'art, on peut avoir des produits qui sont fragiles. Donc, la notion de la livraison, c'est une problématique. Et la gestion des stocks aussi. Si par exemple, j'ai un stock partagé entre ma boutique physique et ma boutique en ligne, il va falloir que je fasse en sorte qu'il y ait des passerelles pour pas, lorsque j'ai un achat en ligne, zapper cet achat-là, quelqu'un rentre au même moment, il ne faudrait pas avoir de chance dans la boutique, achète le produit, et là, je vais avoir un problème, surtout si je suis sur un produit unique. Donc, je peux avoir ça, mais je peux aussi, dans certains cas, une solution, c'est de dédier le stock à la vente en ligne, d'avoir des stocks différents, mais à vous de définir à l'avance comment vous allez vouloir fonctionner. Alors, je vais vous montrer aussi quelques exemples. Des exemples de solutions. Je vais aller, alors ça c'est mon point de vue, des solutions peut-être les plus simples pour adopter le e-commerce aux solutions les plus complexes. Je vous parle de solutions où on peut passer par l'entreprise. Il y a aussi des solutions où on peut passer par un prestataire et certains prestataires utilisent aussi des solutions que je vais vous montrer où d'autres font du sur-mesure. Bien sûr, le curseur peut être économique, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix. Le curseur, c'est vraiment est-ce que vous vous sentez apte, vous, à développer un site e-commerce et un site qui va être suffisamment performant, autant dans l'ergonomie que dans l'aspect visuel. En gros, qu'il rassure la clientèle et qui donne envie d'acheter. Qu'il soit à l'image des produits que vous faites, qui sont des produits très bien travaillés, très pro, il faut que votre site, ça soit pareil. Une première solution, ça va être Jimdo, qui est plutôt d'abord pour faire des sites vitrines, mais qui a aussi des options e-commerce. Donc, vous voyez qu'il y a différents niveaux. En fin de compte, à chaque fois, ce qui va changer, c'est les fonctionnalités. Forcément, plus vous payez cher et plus vous aurez de fonctionnalités, mais déjà, sur un niveau basique, on peut commencer à faire de la vente en ligne. Moi, je vous invite, quand vous voulez vous mettre à ça et faire votre site vous-même, de commencer d'abord sur un premier niveau. Vous aurez toujours une possibilité plus facile d'évoluer vers des niveaux avec plus de fonctionnalités que l'inverse. Donc, ça, vous voyez, un coût de 15 € par mois, ça fait 180 € à l'année. Je considère que ça reste un investissement raisonnable pour tester du e-commerce. Après, n'oubliez pas que sur une solution comme ça, c'est à vous de tout faire de A à Z. Donc, il y a aussi une notion de temps à passer qui est importante et aussi peut-être prévoir un temps de formation. Dans le même style, la même veine que Jimdo, on va avoir des solutions comme Wix. Donc là encore, Wix est beaucoup fait à la base pour faire un site vitrine et un site très travaillé visuellement, parce qu'on peut faire des très beaux sites avec Wix. Mais il y a aussi cette solution e-commerce qui est assez bien pensée. Donc sur cette solution e-commerce, on est un peu plus cher que Jimdo, mais ça commence à 20 € par mois et ça peut aller jusqu'à 42 €. Vous voyez, par exemple, ça va jouer sur des différences d'espace de stockage ou d'autres types de services sur le fait que les prix soient plus ou moins élevés. Parfois aussi sur des solutions de référencement qui sont proposées dans des abonnements qui sont plus élevés. Autre exemple de solution, des solutions comme Shopify qui là sont nées directement pour le e-commerce. Alors les tarifs sont en dollars, mais on peut transposer assez facilement en euros. Donc là, c'est pareil, on est sur des tarifs qui vont être à peu près similaires.
et avec différents niveaux en fonction des options que vous aurez. Là, comme c'est un outil directement pensé e-commerce, on aura aussi une présentation de site qui sera vraiment e-commerce, hein, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel quand on arrive sur le site, on a directement les produits de présenter. Donc ça oriente quand même directement le type de site que vous allez faire, mais comme c'est une solution qui a été pensée pour ça dès le début, souvent on a aussi plus de performance au niveau des fonctionnalités e-commerce, plus de performance et des liens plus faciles à faire avec d'autres outils. Je pense par exemple à votre caisse ou votre gestion de stock. J'allais des outils qui me semblaient les plus abordables aux outils un peu plus complexes. On a des outils comme PrestaShop, où j'aurais pu parler aussi de WooCommerce avec WordPress, qui là sont vraiment des outils dédiés e-commerce et plus techniques, qui sont parfois utilisés par des prestataires. PrestaShop est un outil open source, donc à la base, en fin de compte, c'est un outil qui peut être gratuit. Mais finalement, dès qu'on veut un peu se démarquer, avoir plus d'efficacité, on est souvent obligé d'ajouter vous voyez ici add-on marketplace, c'est-à-dire mettre des petits modules supplémentaires qui vont avoir un coût, qui vont permettre d'avoir un site e-commerce beaucoup plus performant. Je vous dis tout de suite, hein, si vous ne sentez pas prêt, si vous n'avez pas un minimum de base en informatique, PrestaShop, ça ne serait pas la solution adaptée, hein. Vraiment, il va falloir prendre la solution adaptée à vos besoins. Et puis là, le prérequis, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à me lancer, moi, dans la construction de mon site Internet? Est-ce que je pense que je vais pouvoir avoir un résultat satisfaisant? Il faut savoir parfois externaliser certaines prestations pour avoir un retour sur investissement satisfaisant. Et là, les prestataires qui proposent du e-commerce sont nombreux. Et au niveau local, hein, moi, je vous invite vraiment à vous diriger vers des prestataires qui sont proches de vous parce qu'ils vont connaître vos problématiques, ils vont connaître le terrain et c'est toujours mieux pour dialoguer d'avoir quelqu'un qui est proche géographiquement de votre entreprise. Quelques exemples. Alors ça, c'est un exemple qu'a montré Christine tout à l'heure là sur l'Annuaire. Donc c'est une entreprise l'Annuaire des métiers d'art. Là, c'est une entreprise qui a aussi une boutique en ligne. De mémoire, je crois que c'est une boutique qui a été faite avec Wix. Donc vous voyez, on est vraiment sur l'esprit boutique en ligne, hein. J'arrive dessus, j'ai pas vraiment de présentation de l'entreprise. On rentre dans le vif du sujet. Où là, ici, j'ai une présentation des produits avec des photos. Il faut que les photos donnent envie d'acheter le produit. Il faut que la présentation soit complète. Complète au niveau réglementaire. Selon les produits, vous avez des choses à mentionner, mais complète aussi pour que faut anticiper toutes les questions que peuvent se poser les internautes. Tiens, mais quelle taille ça fait? En quoi c'est composé? Il faut vraiment anticiper. Imaginez que vous êtes en train de dialoguer avec un client, les questions les plus fréquentes, et vous y répondez vous-même. Vous anticipez ça ici. Après, je vais vous montrer d'autres solutions où, si on n'a pas répondu à toutes les questions, on peut y répondre assez rapidement. Alors, c'est peut-être sur celui-ci. Celui-ci qui est aussi, je crois, un site fait avec Wix. Ou là, non, c'est pas sur celui-ci, c'est sur un autre que je vais vous montrer. Si, sur celui-ci, il y a un chat en bas. Donc le chat permettrait de répondre aux questions qu'on n'a pas anticipées et d'avoir une approche presque comme dans une boutique réelle, c'est-à-dire le client, au lieu de rentrer dans la boutique réelle, il rentre sur le site internet et là, il voit le produit, il a une question, il pose la question dans le chat. Vous voyez la notion de pièce unique qui est notée directement. C'est souvent ça que vous avez aussi, vous, dans vos métiers d'art, et on peut le mettre en avant directement sur le visuel. Tout ce qui est sur un visuel sera mieux pris en compte que dans un texte comme ça où c'est écrit en petit. Autre exemple, celui-ci. Donc là, on est sur un site qui a été fait avec le WordPress et WooCommerce, ce qui nécessite déjà pas mal de compétences, de connaissances. Et là, on a un site qui a beaucoup de texte. Je voulais vous le montrer parce que le texte est très important pour le référencement.
Quand vous voulez que votre site soit bien référencé, les visuels, ça donne envie, c'est important. Renommer les photos, ça sera bien pour le référencement. Mais du texte, avec des mots en gras, avec les mots que des internautes sont sensibles de taper pour tomber sur les produits que vous proposez, ça va aider à ce que votre site internet soit pris en compte. Je vous ai dit, si vous faites votre propre site internet, un des enjeux forts, c'est de faire venir les personnes sur votre site. Et pour ça, il faudra travailler le référencement et travailler le texte. Un dernier exemple. Donc là aussi, une boutique en ligne. Vous voyez, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit directement l'atelier. C'est bien aussi d'un peu projeter les personnes. Quand même, votre force, c'est que derrière les créations, il y a une personne, il y a aussi un lieu de travail. Donc, c'est de mettre ça en avant. Là, ici, on a la possibilité de s'abonner aussi pour avoir les nouveautés de l'entreprise. Ça permet une fidélisation et de faire revenir les personnes sur le site internet. On a des beaux visuels sur les actualités de l'entreprise. Donc voilà, il faut aussi que le site internet, on puisse se projeter comme si on était dans la boutique, et c'est possible de le faire avec ce genre de visuel. Je reviens sur la présentation. Pour terminer, avantages, inconvénients du site e-commerce. Déjà, ça va être un nom de domaine dédié, donc une adresse dédiée. Là, on n'est plus lié à une place de marché. C'est mieux pour le côté pro, c'est plus facile à retenir. Et c'est pérenne aussi. Un site à l'image de l'entreprise avec vos couleurs, avec votre charte graphique. Une fiche produit que vous pouvez déterminer de A à Z. Sur une place de marché, vous devez rentrer dans la trame de la fiche produit. Là, vous pouvez, surtout si vous passez par un prestataire, faire une fiche produit qui correspond exactement à vos besoins avec des déclinaisons de produits, avec tout ce que vous voulez. Un interfaçage avec le logiciel de gestion caisse possible, ce qui n'est pas toujours le cas de la place de marché parce qu'on doit rentrer dans la solution de la place de marché. Pas d'abonnement, mais il y aura des frais de carte bancaire. Pas d'abonnement, de commission comme sur les places de marché, mais des frais de carte bancaire qui seront pris. Attention, le site doit donner confiance. Il y a le référencement que vous allez devoir travailler et il faut respecter les règles de la vente à distance. Les règles produits, mais ça, vous les respectez puisque vous vendez déjà vos produits en physique. Mais là, en plus, les règles de la vente à distance qui sont bien spécifiques. Je vais passer la parole à Lucie. Oui, merci Benjamin. Donc, je vais me présenter aussi rapidement. Donc, je suis également chargée de développement économique et numérique, mais au sein du Calvados, donc sur le territoire du Calvados, et donc voilà, de conseiller les artisans sur leur stratégie numérique. Donc, avoir un site internet ou un support de vente, effectivement, c'est déjà très bien, mais pour que ça soit vraiment efficace, il faut pouvoir communiquer sur la possibilité d'acheter les produits en ligne. Et pour ça, on va passer sur différentes plateformes, notamment les réseaux sociaux. Donc là, on va parler plus spécialement d'Instagram et Facebook, mais il y en a d'autres, hein, TikTok, Pinterest, pour les métiers d'art, ça marche très bien. Mais voilà, on a l'importance des réseaux sociaux pour vendre en ligne aussi également, puisqu'en fait, on peut créer directement une boutique sur Instagram ou Facebook. Donc, je vais vous montrer par la suite quelques exemples. Mais voilà, ça permet de rediriger, en fait, de créer une boutique virtuelle sur les réseaux sociaux qui peut rediriger sur vos supports de vente ou même conclure à des ventes à distance s'il n'y a pas de support autre. Mais c'est important parce que ça permet en fait d'entretenir cette relation privilégiée avec votre communauté, de pouvoir échanger avec eux sur les articles, les nouveautés que vous allez publier et que ça fasse le lien aussi avec les publications que vous faites au quotidien sur vos réseaux sociaux. Ça permet également d'affirmer votre positionnement par rapport aux concurrents. Peut-être qu'ils n'ont pas de boutique, peut-être que vous, ça va vous donner un avantage. Ça permet également de montrer qui vous êtes, votre personnalité, qu'est-ce que vous préférez faire en termes de boutique ou autre. Voilà, donc c'est aussi un aspect important pour se démarquer. Et puis, ça permet également d'avoir une page un peu plus dynamique avec des animations interactives où les gens ils peuvent aller voir les boutiques, donc cliquer sur les liens, cliquer sur les articles en eux-mêmes pour aller voir, etc. Donc, ça permet une certaine interactivité et ça permet aussi de dynamiser vos profils, ce qui est très important sur Facebook ou Instagram pour montrer que vous êtes actif et présent. Et voilà. Donc, c'est aussi une façon
de vendre, mais plus interactive et plus dynamique et plus voilà, travailler la relation que vous allez avoir aussi avec votre communauté. Donc sur la diapositive suivante, s'il te plaît Benjamin, on va pouvoir voir du coup des exemples, par exemple sur Facebook, où vous pouvez, donc, comme je le disais, créer votre boutique. Donc là, on va prendre Atelier Recycler Bois en exemple. Quand on arrive sur le profil, vous voyez sur la première photo à gauche, vous avez un petit bouton bleu, donc qui est assez voyant, qui va vous permettre d'aller voir la boutique. Donc en tant que personne lambda qui se promène sur Facebook, bah tiens, je suis curieux, je vais aller voir, je vais cliquer sur le bouton. Et ça va mener sur la deuxième photo où en fait, vous allez pouvoir répertorier tous vos produits en vente par rapport à des collections. Si vous avez envie de faire une collection automne ou suivre les saisons ou autres, vous avez, voilà, vous pouvez faire des catégories, des collections. Et après, ça vous donne l'opportunité de faire des photos, voilà, toujours avec des beaux visuels, hein, c'est important, d'écrire vos produits, de décrire un petit peu le projet et de faire une description comme si vous étiez sur une marketplace, comme on vous a montré autre. C'en est une, hein. Voilà, la seule différence, c'est que sur Facebook, vous n'allez pas pouvoir finaliser l'achat parce qu'il n'y a pas de mode de paiement en ligne. Donc là, comme vous pouvez voir sur la dernière photo à droite, vous avez un bouton. Donc quand vous arrivez sur le produit, vous avez un bouton « Voir sur le site web ». En fait, ça permet d'être un relais par rapport à votre support de vente. Si vous n'en avez pas, vous pouvez changer le bouton en mettant « Contacter le vendeur ». Et là, ça vous permet de faire la vente. Voilà, comme sur l'écran, vous pouvez changer ce bouton-là. Et en fait, la personne, au lieu d'aller voir sur un autre site web ou sur une autre plateforme de vente, va directement vous contacter via le Messenger, via la messagerie Facebook. Et après, c'est à vous de finaliser la vente avec un moyen de paiement à distance, par exemple comme PayPal maintenant qui font, ou un autre moyen par virement ou autre qui voilà, permet directement en fait, de finaliser la vente. Et vous, vous savez que vous l'avez vendu. Et c'est voilà, une façon en fait, de vendre sur Facebook ou de faire un relais aussi bien qu'un site ou support de vente autre. Donc ça, vous pouvez le faire sur Facebook, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram. Donc sur la diapo suivante, voilà, on peut voir en fait, de toute façon, Instagram et Facebook, c'est les mêmes comptes. Normalement, vous pouvez lier les deux comptes. Et en fait, quand vous créez votre boutique Facebook, ça crée automatiquement une boutique Instagram et vous pouvez choisir de l'exporter ou non. Donc ça, c'est votre choix. Si vous n'êtes pas sur Instagram ou que vous êtes que sur Facebook, c'est pas grave. Mais si vous êtes sur Instagram, vous pouvez exporter cette même boutique, ce qui vous fait une seule boutique. Vous avez une seule boutique à mettre à jour ou autre, donc c'est bien pratique pour ça. Et puis, du coup, quand on arrive sur votre compte Instagram, donc là, comme on peut voir toujours à gauche, on a toujours ce petit bouton « Voir la boutique » qui vous ramène sur une collection en particulier sur la deuxième photo. Sur la troisième, vous avez toujours le produit avec une description, le tarif, et de pouvoir voilà, décrire votre produit avec plusieurs photos ou autres. Et ça vous permet encore de faire un relais sur un autre support de vente ou alors de contacter via la messagerie du réseau. Et ça vous permet aussi une certaine interactivité puisque vous allez pouvoir, quand vous allez publier sur, voilà, à d'autres moments, publier sur votre compte Instagram, comme sur la dernière photo, en fait, vous allez pouvoir identifier directement la catégorie de produit à laquelle il est rattaché. Voilà, il vous suffit de cliquer sur la photo, de faire identifier un produit. Et en fait, ça s'ajoute automatiquement en photo sur vos produits actuels sur la boutique. Et ça permet également aussi, quand on se balade sur voilà, là, le fil d'actualité Instagram, de pouvoir directement cliquer sur « Voir la boutique » ou « Voir le site internet ». Et du coup, ça permet en fait de raccourcir le parcours client. En termes de vente, c'est voilà, toujours mieux si moins il y a de boutons à cliquer, moins il faut aller chercher la vente, plus c'est facile pour l'interlocuteur. Et d'avoir ces boutiques sur Facebook et Instagram, ça permet aussi en fait de pouvoir enregistrer les publications. Donc là, vous avez par exemple un petit ruban en général en bas à droite des photos où vous pouvez les revoir plus tard. Donc si la personne veut sauvegarder votre publication pour la revoir plus tard et l'acheter plus tard, et il peut. Tout comme il peut l'aimer, tout comme il peut aussi la partager avec d'autres personnes. Voilà, si c'est quelque chose que quelqu'un recherche, on lui transmet, etc. Donc, il y a une certaine interactivité qui est intéressante en fait en termes de produits et de vente sur le parcours client. Donc ça, c'était pour les réseaux sociaux. Ensuite, sur la prochaine diapo, on va voir en fait que
c'est bien d'avoir tous ces supports de vente, mais il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir en fait faire connaître ces supports de vente. Et pour ça, ça va aussi passer sur le Google My Business. Donc bien sûr, donc on l'avait vu sur le premier épisode. Donc ceux qui n'ont pas vu, je les invite à aller voir. C'est la première chose qu'on voit de vous sur Google et ça permet en fait de directement montrer toutes les informations. Où vous êtes situé, à quelle heure vous êtes ouvert, etc. Et ça permet aussi de mettre les produits en avant. Vous pouvez directement mettre en fait vos produits sur cette fiche Google My Business et ça va permettre d'être aussi référencé dans les éléments du Google Shopping. Et ça, c'est intéressant parce que quand quelqu'un fait une recherche, ça marche un peu comme sur les marketplaces. Vous avez directement les produits qui s'affichent et si vous êtes catégorisé dans la même ligne de produits, eh ben, vous serez automatiquement dans le Google Shopping. Donc, c'est intéressant aussi en termes de référencement. Et puis, plus vous allez avoir de liens externes en fait, de votre site ou de votre support, plus ça va faire monter votre fiche dans les pages de référencement, en tout cas. Donc, le Google My Business important. Et il y a également tout ce qui va être emailing, communication classique, où là, il va falloir profiter de la base de données clients que vous allez pouvoir vous faire. Par exemple, si vous avez un support de vente où les gens s'inscrivent, etc., vous avez les adresses mail. Pareil, si vous êtes sur des salons, des marchés ou des choses comme ça, des fois, vous arrivez à récupérer une base de données ou autre. Même votre carte de fidélité ou en boutique, si vous demandez les adresses, c'est important de le faire parce que derrière, vous pouvez communiquer sur vos supports de vente, vous dire, voilà, vous pouvez venir en boutique, mais je suis aussi en ligne. Si vous êtes surtout sur les métiers où ça peut être un peu touristique, où les gens ne sont pas là à l'année, s'ils veulent racheter ou autre, c'est bien de le préciser au moment de l'achat en boutique. Vous pouvez aussi aller voir nos produits sur notre site internet. Mais voilà, toujours avoir aussi l'obligation d'avoir le consentement du client pour quand vous réutilisez les données. Ça, c'est très important. Hein. Sans ça, c'est pas légal de le faire, mais c'est une possibilité de faire de l'emailing. L'avantage, c'est que c'est un lien cliquable, donc vous pouvez directement renvoyer sur votre support de vente. Et puis, ça permet d'informer sur les actualités. Si, par exemple, la boutique est fermée au moment de, je ne sais pas, des vacances ou autre, tout ça, c'est des informations que le client va prendre et c'est important de pouvoir donner toute l'actualité sur les produits et les offres promo aussi. Et puis, dernier élément, tout ce qui va être les boutiques, les vitrines, etc., il faut pouvoir l'afficher, il faut pouvoir en parler. Voilà, ne serait-ce qu'avoir un flyer en boutique ou dans l'atelier où c'est indiqué que vous avez les produits en vente sur un support en ligne, etc. Ça va permettre de faire voir aux gens qu'ils peuvent aussi acheter, qu'ils ne sont pas obligés de se déplacer et que vous êtes présent un peu partout. Et ça, il faut pouvoir le relayer. Donc, ça peut être aussi sur votre véhicule. Si vous avez un véhicule floqué, c'est bien de mettre le site internet ou la marketplace ou le lien de vos réseaux sociaux, au moins pour savoir, pour avoir un relais physique à tous les supports en ligne. Et puis même sur le répondeur, par exemple, effectivement, si c'est hors période ou hors horaire d'ouverture, ça permet aller voir sur le site internet en attendant que je vous recontacte. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes en fait pour vraiment faire connaître le support de vente. Voilà, donc je vais laisser la parole donc au témoignage de Madame Thomasin qui va pouvoir nous expliquer ce qu'elle pense de tout ça et de nous dire comment elle a fait pour vendre en ligne. Donc, bonjour à tous. Donc, petite présentation, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Morgane Thomasin et je suis céramiste à Bayeux. Du coup, la CMA m'a demandé d'intervenir dans ce webinaire sur le e-commerce par rapport à mon expérience. Sincèrement, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. J'ai été confrontée à plusieurs problématiques par rapport à ma production parce qu'en fait, donc je crée de la vaisselle et des bijoux en porcelaine. Et en fait, à chaque pièce est unique. Elles font partie d'une collection, de petites séries, mais comme j'ai un travail très graphique, chaque pièce est unique. Donc du coup, je suis céramiste donc, depuis 2012 et je suis arrivée dans le Calvados en 2018. Qu'est-ce qui m'a amenée au e-commerce? C'est tout simplement l'année dernière. En fait, il y a eu plusieurs rebondissements.
J'ai déjà essayé dans un premier temps les marketplaces. Donc, j'ai essayé Etsy, Little Market, Artisanat d'art et tout ça, avec toujours le même problème d'être confrontée à la gestion de mes stocks. Comme j'avais dans tout, en fait, j'ai un atelier boutique et souvent, je vendais en boutique les pièces que je pouvais présenter. Donc, en fait, j'avais des problèmes de gestion. Je ne savais pas comment faire le plus facilement possible cette gestion. Donc, pendant un moment, j'ai essayé en fait tout simplement d'avoir une gestion pour le e-commerce et une gestion pour la boutique. Sauf que malheureusement, en fait, le e-commerce n'a jamais pris l'essor nécessaire sur ces marketplaces. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais lancer mon e-commerce via mon site internet l'année dernière, à la suite de la crise sanitaire et du premier confinement. Donc, j'ai profité de la fin de mon congé maternité pour mettre tout ça en ligne. Et je me suis orientée, en fait, depuis 2012, j'ai un site sur Wix. Donc, c'était un site vitrine. Et j'ai vu qu'il y avait le module e-commerce qui pouvait être acheté. Parce que, mine de rien, en fait, ça a quand même un coût. C'est aussi pour ça qu'il y a toute la gestion financière derrière. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais retomber sur mes pieds? Est-ce que c'est aussi une solution pour les gens? C'est un service que l'on offre en plus. Et de ce fait, plusieurs choses. Donc, du coup, oui, j'ai créé mon e-commerce sur Wix. Pourquoi? Parce que il y a une application en fait sur le téléphone qui me permet de gérer la boutique à distance. Et j'ai vraiment trouvé ça très pratique. Ce qui me permet tout simplement, en plus de pouvoir faire du marketing si je le souhaite, parce que via l'application, on peut envoyer des emailing, on peut absolument tout gérer, mettre les nouveaux produits en ligne, ce qui faisait que je n'avais pas à le faire en plus le soir depuis chez moi, depuis le PC. Après, ça dépend de nos ateliers, si on a accès à Internet ou pas, enfin, comment on gère toutes ces choses. Mais du coup, moi, ça m'a permis de gérer ma gestion de stock. C'est-à-dire que la boutique génère beaucoup plus, boutique physique, génère beaucoup plus de trafic de clients, donc du coup, que le e-commerce. Donc du coup, quand je vends en boutique, ça me permet de déstocker directement sur le site. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la problématique, c'était que chaque pièce est unique. À travers tout ça, j'essaye. Dans ma tête, j'ai absolument tous les codes de comment ça fonctionne. Mais j'arrive pas forcément à tout mettre correctement en place, ou du moins, ça fonctionne pas comme je le souhaiterais. Je pense que en fait, j'ai tout simplement des codes qui me manquent. Même si j'ai le visuel de comment ça devrait marcher, ça ne fonctionne pas pour moi comme pour certaines amies qui, elles aussi, sont céramistes et elles ont à peine fait des fours et annoncé leur vente en ligne via Instagram essentiellement, parce que ça marche très bien, Instagram pour certaines. Elles ont tout vendu en 2-3 minutes. Moi, malheureusement, ce n'est pas du tout mon cas. Mon e-commerce ne me génère pas plus que ça de vente. Cependant, ça permet quand même aux clients d'avoir une solution de repli. Ça permet de voir mes pièces en amont et donc du coup de pouvoir venir me voir en boutique. Ça permet de générer quand même un échange, un lien. Et du coup, je peux aussi, parce qu'en fait, j'ai un système de paiement, ça s'appelle SumUp. Et du coup, ce système de paiement par carte bleue, qui est donc physique en boutique, parce que les gens payent avec, c'est un terminal de paiement, mais je peux envoyer des liens de paiement. Donc, du coup, ça génère aussi du trafic en ligne d'une autre manière que via l'e-commerce à proprement parler. Donc, mon site a été fait sur Wix. Donc, je ne cesse de l'améliorer, en fait, au fur et à mesure. J'ai choisi de prendre le moyen de paiement Stripe et non PayPal.
tout simplement parce que ça me semblait plus simple d'installer Stripe, que les frais dans mes souvenirs étaient un petit peu moindres que PayPal, que j'avais pas de compte PayPal, donc enfin, voilà, il y avait tout un tas de choses à faire. Et c'est comme ça que j'essaye en fait tout simplement de m'en sortir, de communiquer donc sur mon site via Instagram ou via Facebook. Après, c'est vrai que j'ai une clientèle, on va dire, internationale. J'ai pris le parti de n'envoyer mes produits que en France pour tout simplement pour des frais, les frais de port qui sont exorbitants à l'étranger, pour aussi avoir plus de facilité dans la communication, parce que c'est vrai que quand on a des clients américains, souvent la communication est en anglais, donc c'est un petit peu plus compliqué si on parle ou non anglais couramment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, au final, en fait, cette expérience, il y a du positif, il y a du négatif. Hier, par hasard, je suis tombée sur un article, en fait, justement sur le e-commerce européen. Donc, ça parlait de la France, mais aussi des autres pays. Et en fait, c'était des données chiffrées qui montraient, par exemple, qu'il y avait énormément de personnes qui abandonnaient les paniers de dernière minute quand ils devaient rajouter les frais de port. Donc, en fait, je pense que j'ai aussi des axes d'amélioration tout simplement à faire. Pourquoi pas intégrer les frais de port dans les prix de mes pièces directement sur le site, d'afficher très clairement ma démarche. Enfin, voilà, il y a vraiment, j'ai des axes d'amélioration à faire, j'en ai totalement conscience. Je vous avoue que j'apprends aussi à fur et à mesure, que du coup, ces 9 années en tant que professionnelle, tous les mois, j'en apprends des nouvelles choses et que j'essaye, en fait, mis les uns par-dessus les autres, d'essayer d'être le plus performante possible. Après, c'est énormément de temps. C'est au détriment de la fabrication, qui demande aussi beaucoup, beaucoup de temps. Que vous dire d'autre? Mine de rien, mon trafic est faible et je pense que Wix offre aussi la possibilité d'analyse. Sincèrement, je ne sais pas analyser toutes mes données. J'ai pas envie j'ai la possibilité de faire des relances d'email ou quand les paniers ne sont pas validés, mais sincèrement, j'ai pas envie de relancer les gens parce que moi-même, quand je commande en ligne, je déteste qu'on le fasse. Après, ça peut être un pari gagnant. En fait, je pense que chacun a sa stratégie. Je pense aussi qu'il faut être fidèle à soi-même. Quoi qu'il en soit, ma boutique physique me permet, on va dire, me permet de m'en sortir. C'est pas non plus la folie, mais c'est, disons que l'e-commerce rajoute un peu plus. Enfin voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc, dans le chat. J'ai évoqué pas mal de choses. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres questions auxquelles là, je n'ai pas pensé forcément parce que je vous avoue, j'avais les choses plus en tête que je ne me suis pas forcément écrit tout ce que je devais vous dire. De ce fait, voilà, je vous laisse me poser des questions si vous en avez envie. Les échanges d'expériences peuvent aussi être très intéressantes pour les uns comme pour les autres. Et donc, du coup, je remercie aussi la Chambre des métiers de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Merci, Madame Thomassin, de votre intervention. Effectivement, si vous le souhaitez, on peut laisser la parole tout de suite aux questions et puis voilà, je reprendrai sur les autres informations qu'on souhaitait vous communiquer. Est-ce que certains des présents souhaitent échanger et poser une question à Mme Thomassin ou on attend la fin, comme vous le souhaitez? Dites-moi pour ceux qui auraient une question ou pas. Bon, j'enchaîne, ça va peut-être revenir dans un dernier temps. Benjamin, je te laisse la maîtrise de l'outil du coup. Voilà.
Donc, autre sujet dont on voulait vous parler, on l'avait effectivement déjà fait lors de l'épisode 1, donc c'est cette maquette, ce qu'on appelle la maquette numérique métier d'art. Donc, c'est un outil qui a été développé par le Pôle Athènes. Le Pôle Athènes, c'est un service de la Chambre de métier qui propose de l'accompagnement à nos artisans, aux professionnels, sur leurs projets numériques et innovants. Et donc, cette maquette est un outil qu'on peut découvrir alors via un site web, enfin une application web. Donc, on retrouve sur le site du Pôle Athènes, peut-être François, tu mettras le lien dans le chat. On peut retrouver donc l'accès à cette maquette numérique métier d'art. C'est aussi un outil qu'on peut découvrir via un casque de réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est que cet outil et qu'est-ce que ça veut dire cette maquette numérique métier d'art? C'est finalement faire découvrir à tous les publics, en priorité à vous, professionnels des métiers d'art, en priorité également peut-être aux plus jeunes qui voudraient créer ou s'installer ou découvrir les métiers d'art, toutes les applications, tous les outils possibles dans la vie de l'entreprise métier d'art. Donc, on a une visite virtuelle de différents lieux de l'entreprise métier d'art, le bureau, où on va découvrir des outils numériques au service de l'entreprise, l'atelier, la partie fabrication, où là aussi on découvre un certain nombre d'usages de machines qui peuvent venir en complément de l'activité métier d'art. On pense à des brodeuses, des machines de découpe laser, etc. Grâce à la maquette, on découvre l'usage de cet outil et ce qui a pu être créé. C'est-à-dire qu'on a des témoignages de professionnels métiers d'art, de vos collègues qui viennent effectivement nous dire et présenter en quoi l'usage du numérique les a aidés dans le fonctionnement de leur entreprise. Je le dis souvent, mes collègues, quand François Buvry et Julie Cahu, donc du Pôle Athènes, lorsqu'ils vous font découvrir cette maquette numérique métier d'art, il n'est pas question de dire que l'ensemble des outils va remplacer évidemment les professionnels. On l'a dit dès le départ, un savoir-faire, des gestes techniques, tout ça, ça fait partie de l'essence même de vos entreprises. Mais il y a un certain nombre d'usages numériques qui peuvent vous permettre, par exemple, de développer de nouveaux produits, de vous faciliter une partie de la tâche de votre production. Voilà, donc c'est vraiment cette idée d'appui du numérique dans vos entreprises, de soutien, on va dire ça comme ça. Donc cette maquette, je vous invite, vous pouvez venir la découvrir. Alors on sera présent encore là, on était présent au FENO au début du mois de septembre, puis à Métiers d'Art, Métiers Passion à Alençon, donc début octobre. Nous serons également présents donc avec les collègues du Pôle Athènes à Festivar, donc à Louviers au début du mois de novembre. Donc pour ceux qui seraient peut-être par là, n'hésitez pas à venir découvrir la maquette. N'hésitez pas à consulter le site du Pôle Athènes et à regarder, à rentrer en contact avec mes collègues pour pouvoir découvrir cet outil. Autre information, donc on a parlé de série, donc effectivement on aura un épisode 3 à la date donc du 19 novembre prochain, qui est également un vendredi. La thématique cette fois-ci sera donc optimiser votre présence sur les salons grâce aux outils digitaux. Ce sera notre dernier épisode de notre série, donc Métiers d'art, le digital, c'est pour vous. On abordera la notion de plan de com digital avant un événement. Effectivement, ça fait partie aussi du cœur de votre métier que d'être présent sur des salons, sur des événements, des marchés, etc. Peut-être que ça n'est pas parfois assez exploité en termes de communication. Et donc, grâce aux outils digitaux, vous avez peut-être moyen d'améliorer la communication sur votre présence à ces événements. Donc, voilà, on abordera ces sujets liés à l'emailing, à l'événement enregistré donc, sur votre page Facebook, etc., à la prise de contact sur les salons et à l'exploitation qu'on peut en faire derrière. Donc, on vous enverra de nouveau notre offre de participation. N'hésitez pas à nous rejoindre pour le 3e épisode, donc le 19 novembre prochain. Donc, cette série de webinaires avait vraiment vocation et l'objectif, c'était donc de vous sensibiliser sur les enjeux du numérique. Vous l'avez vu, ça va vite, on vous donne beaucoup d'informations là en 1 heure et demie. On est vraiment sur une démarche, encore une fois, de sensibilisation.
On peut aller plus loin avec vous, et c'est l'objectif aussi, notamment avec l'outil de diagnostic. Donc, on a un outil d'autodiagnostic, puis un outil de diagnostic qui peut vous être proposé. On est cette fois-ci dans une démarche individuelle. Donc, mes collègues qui ont assuré la présentation, Benjamin Laudet ou Lucie Aurel et d'autres, sont là pour vous accompagner via cet outil de diagnostic qui a pour objectif finalement de faire ressortir tout ce que vous faites très très bien en termes de numérique. Là aussi où il y a peut-être des pistes d'amélioration, l'idée est de ressortir un plan d'action via effectivement un certain nombre de préconisations. Et donc derrière, il y a un accompagnement numérique individuel qui peut aussi vous être proposé. Donc n'hésitez pas, vous verrez dans la dernière diapositive, vous retrouverez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous solliciter. Lucie, tu voulais ajouter quelque chose? Je vois que tu as allumé ta caméra. Ah non, non, c'est tout. Ah pardon, je croyais que tu souhaitais ajouter quelque chose. D'accord. Voilà, donc il y a un certain nombre de conseillers numériques à la CMA Normandie qui sont à votre disposition partout sur les territoires. Je ne l'ai pas précisé, mais on est bien présent partout sur les 5 départements de la Normandie. Dernière possibilité, ou autre possibilité, c'est la notion de formation. On a aussi un certain nombre de dispositifs de formation que l'on vous propose sur ces thématiques-là. Pour information d'ailleurs, sur le site Métiers d'Art Normandie dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une rubrique formation et notamment formation de perfectionnement où on affiche notre calendrier et les dates et les thématiques de formation qu'on vous propose là aussi partout en Normandie. Bon, je dois avouer qu'effectivement, là, on est un petit peu ennuyé en cette période-là automnale parce qu'effectivement, on a des difficultés d'accès au Conseil de la formation, de financement de la formation. Et donc, ces formations dites transversales, génériques, ne peuvent pas actuellement être prises en charge, sauf pour certaines qui seraient soumises et financées par ce qu'on appelle le CPF. Mais bon, voilà, c'est encore un cas particulier. En tous les cas, le Conseil de la formation, qui est le Fonds d'assurance formation pour les chefs d'entreprise artisanale, là, n'est pas en mesure de financer vos formations. Ce n'est que partie remise. On espère et on a bon espoir qu'en 2022, on puisse avoir de nouvelles enveloppes qui vous permettent d'accéder à ces formations, notamment autour du numérique. Ce n'est pas les seuls, mais notamment autour du sujet qui nous occupe. Voilà, dernière diapo, donc vous retrouvez donc toutes nos coordonnées, donc mes collègues Benjamin Laudet, donc situé dans la Manche, Lucie Aurel dans le Calvados, et encore une fois les conseils numériques, vous en trouvez d'autres, donc il suffit de nous interroger, on pourra vous donner les contacts des autres collègues. François Buvry et Julie Cahu donc pour le pôle Athènes, donc les solutions numériques et innovantes, donc, et puis la maquette numérique dont j'ai parlé, et puis moi-même, voilà, aussi à votre disposition pour tous les dispositifs numériques et plus largement accompagnement pour les professionnels métiers d'art. Je vous invite à du coup peut-être réouvrir vos micros et puis voilà, il nous reste une petite quinzaine de minutes pour être dans l'échange. Voilà, c'est avec plaisir qu'on va répondre à vos questions. Si vous avez des témoignages, voilà, si vous souhaitez échanger avec votre collègue Madame Thomasin, c'est avec plaisir. Il faut se lancer, il faut qu'il y ait une première personne qui se lance peut-être. Donc mon numéro c'est 02 33 76 62 90. Mais bon, de toute façon, il y a mon adresse email aussi de noter. Ah oui, excuse-moi Benjamin, effectivement, une erreur, tout à fait. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Je voulais avoir une précision. Est-ce qu'on peut utiliser son site et le site vitrine que j'ai déjà, moi, créé justement pendant ces années de pause là, pour s'inscrire sur une marketplace? Ou est-ce qu'il faut recréer à chaque fois pour chaque marketplace un site spécial? Benjamin, je te laisse répondre, ça sera plus…
Alors, pour répondre, il faut avoir plusieurs éléments, savoir avec quoi vous avez créé votre site internet, savoir sur quel marketplace vous voulez aller et savoir comment les deux peuvent dialoguer. Autant vous dire que souvent les dialogues sont limités parce que ça peut passer par des fonctions d'import-export, mais ils n'aiment pas trop parler ensemble, donc c'est vrai que c'est assez limité et malheureusement, on est souvent obligé de refaire la même action. D'accord. Alors après, là où vous pouvez avoir un gain de temps, c'est que vos photos sont déjà existantes, votre texte est déjà existant. Si dans votre organisation, sur votre ordinateur, vous arrivez à bien ranger tous ces éléments-là, ça peut faire un gain de temps dans l'insertion des éléments. D'accord, ok. Quelque chose que je n'ai pas forcément évoqué tout à l'heure, c'est que les deux se combinent bien, la place de marché et le site e-commerce, puisque la place de marché peut être un moyen de ramener vers son site e-commerce. Exemple, il y a une commande sur une place de marché et quand vous faites le lancement du produit, vous mettez une petite carte où vous proposez 10% de remise sur la prochaine commande, mais directement sur votre site internet. De toute façon, une place de marché, admettons qu'elle prenne 10% de frais, du coup, ça vous coûte exactement le même prix. Par contre, le client qui était un client place de marché devient un client de votre site internet. Et c'est peut-être pour ça, je me dis que vous pensez à vous mettre aussi sur une place de marché. Oui, c'est des réflexions, quoi, à voir. Je sais pas encore. Ok, ben merci beaucoup. D'autres questions, témoignages, interventions? Est-ce que d'autres souhaitent prendre la parole? Non, pas moi. Rien de particulier. Moi, je voulais interroger un tout petit peu Madame Thomasin, du coup, suite à votre intervention. Est-ce que vous pouvez mesurer, parce que finalement, votre e-boutique, elle est récente, hein, vous nous l'avez dit, vous l'avez créée après le premier confinement, donc elle a à peine 18 mois, on va dire. Et vous nous avez fait part effectivement des difficultés de peut-être ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas qu'il faudrait faire. Ceci dit, est-ce que vous pouvez mesurer le pourcentage, par exemple, d'augmentation de chiffre d'affaires que ça a pu avoir là sur cette période? Est-ce que c'est mesurable? Oui, c'est mesurable. Oui. En fait, là, je regardais justement mon tableau de bord via l'application. Mon tableau de bord me dit que j'ai généré 32 ventes depuis la création du site. Par rapport 32 ventes directement sur ce site-là, parce que du coup, il y a eu pas mal aussi d'autres ventes dématérialisées, mais via le lien SumUp. Donc, je dirais qu'on n'est pas autour de 15% comme les chiffres, on va dire, nationaux que vous aviez donnés tout à l'heure. Moi, personnellement, je dirais que je suis quand même plus autour de 5%. D'accord. D'accord. Mais du coup, c'est un service supplémentaire. Je le vois aussi comme ça que j'offre aux clients. C'est un lien. Voilà. Après, mine de rien, je pense que ça vaut quand même le coup malgré le temps passé. Parce que j'ose espérer que ça va aussi augmenter en cadence dans les futurs mois ou années. En tout cas, je vais essayer de m'y appliquer pour avoir des meilleurs codes pour que ça fonctionne encore mieux. On peut, oui, alors après, on peut imaginer que ça va aller en augmentation, c'est évident. Enfin, en tous les cas, tous les chiffres de l'e-commerce en général le prouvent, hein. Les perspectives ou toutes les études qui peuvent être menées prouvent qu'il va y avoir de plus en plus, effectivement, d'achats sous cette forme-là. J'entends souvent des professionnels métiers d'art avec qui j'échange qui ont, je pense, ce qui s'entend, un certain nombre de freins un peu psychologiques via la vente sous cette forme-là, considérant que leurs créations doivent toujours être vues directement, touchées, etc. Et que donc, le dématérialisé ne va pas favoriser la vente.
Je pense que c'était vraiment des freins. On n'a pas dit qu'il fallait se couper de toute relation humaine, loin de là, mais c'est toujours un plus. Enfin, ça a été évoqué. C'est un plus parce que vous êtes vu dans un événement, un salon, vous êtes vu dans votre boutique, et puis l'achat ne se fait pas tout de suite pour plein de raisons, mais il peut se faire ultérieurement. C'est aussi un plus parce que c'est des acheteurs, vous l'aviez dit, Madame Thomasin, une partie de votre clientèle est étrangère. Alors aujourd'hui, notamment sur Bayeux, des Américains, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas allé sur ce stade-là, mais peut-être que c'est une opportunité à creuser que de pouvoir finalement resensibiliser ces clients qui seraient venus un jour à Bayeux découvrir l'histoire, les plages de débarquement, qui auraient acheté un de vos produits, puis qui finalement, quelques mois ou quelques années après, auraient envie de racheter. Bon, peut-être pas faire le voyage dans l'autre sens, mais par l'e-boutique, peut-être qu'ils pourraient y venir. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, enfin, en tous les cas, c'est le message qu'on voulait vous faire passer. Vous l'avez vu, on ne vous a pas dit que tout était merveilleux, que vous alliez augmenter votre chiffre d'affaires de 50%. Ce n'était pas l'objet de notre intervention ce matin, mais en tous les cas, peut-être vous dire qu'il faut s'en préoccuper et imaginer cette notion de vente par Internet comme un plus à toutes les activités que vous menez déjà. Voilà. Je ne sais pas si mes collègues voulaient ajouter quelque chose. A priori. Non, j'allais dire, dans tous les cas, voilà, il y a des supports qui sont aussi gratuits, pas tous payants. On peut très bien déjà commencer par voir les supports un petit peu gratuitement pour déjà voilà, voir s'il y a un potentiel derrière et effectivement après investir plus massivement, entre guillemets, mais voilà, investir au moins pour voir ce que ça peut réellement donner après. Faire du test déjà, effectivement, ça serait bien déjà. Tout à fait. Oui, il y a différents niveaux d'engagement financier et de difficulté. C'est là où c'est intéressant parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a tout type de solutions, quel que soit le profil de la personne, et que le message qu'a bien évoqué Christine, c'est le fait de… Je crois qu'il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça peut fonctionner. Et puis aussi… ce qu'évoquait Madame Thomasin, c'est le fait que c'est un service qu'on rend à ses clients actuels. Donc, et qui est une attente forte, hein, puisque là encore, bon, c'est vrai qu'on vous a donné quelques sondages, mais j'ai plus le chiffre exactement en tête de l'étude, mais il y a une étude assez récente qui montrait bien que parmi les attentes aussi des consommateurs, c'est que les artisans, commerçants locaux soient présents en ligne et proposent de la vente. Après, ça fait partie des attentes. Est-ce qu'ils utiliseront ça? On ne le sait pas, mais la seule façon de répondre, c'est d'essayer. Et comme il y a beaucoup de solutions proposées aujourd'hui, je pense que c'est la bonne période aussi par rapport à ce qu'on vient de connaître et ce qu'on connaît encore, qui a beaucoup bouleversé les modalités d'achat et qui a fait faire des achats en ligne à des personnes qui ne l'avaient jamais réalisé. Et je pense maintenant que les acheteurs sont prêts plus facilement à acheter en ligne, mais aussi des produits qu'ils n'achetaient pas avant en ligne. Oui, je rebondis, Benjamin, tu as raison. Donc, c'est 75% des e-acheteurs qui considèrent que les commerces donc, dits de proximité devraient proposer aussi une offre d'e-commerce. Donc, 75%, c'est beaucoup. Et je rebondis aussi sur ta dernière intervention. J'avais, moi, assisté, peut-être que certains d'entre vous l'avaient également suivi, à un webinaire qui avait été proposé par l'INMA, l'Institut national des métiers d'art, où le témoignage était donc le témoignage d'une chef d'entreprise parisienne qui fait de la bijouterie haut de gamme, qui avait donc expliqué qu'elle avait créé une e-boutique. Quand je dis haut de gamme, pour l'information, elle ne vendait pas un bijou à moins de 5 000 €. Donc, on est dans du haut de gamme. Hein, et elle vendait par son e-boutique. Notamment, elle nous l'avait expliqué auprès d'une clientèle qui l'avait vue ou dans sa boutique physique ou qui l'avait vue lors d'événements qui ne déclenchait pas l'acte d'achat tout de suite, effectivement. 5 000 €, c'est déjà un bel investissement, mais qui n'hésitait pas à revenir sur son site marchand et à acheter directement via ce site. Donc voilà, je reviens sur cette notion des freins que peut-être parfois vous avez en pensant que ou c'est trop fragile, ou c'est cher, ou les gens n'achèteront pas. Vraiment, on voit qu'il y a un bouleversement sur la manière d'acheter, et notamment sur la manière d'acheter sur Internet, et que donc il y a des possibilités. Il faut
faut s'y pencher, j'ai envie de dire. Bien, ben si vous n'avez pas, si vous ne souhaitez pas intervenir, s'il n'y a pas de questions, ben écoutez, on va conclure. On est dans un timing parfait. C'était midi, il est midi 1 à mon ordinateur. On aura plaisir donc à vous retrouver pour l'épisode 3. N'hésitez pas à noter la date du 19 novembre. Et comme je vous l'ai dit donc au démarrage, tout ça a été enregistré. Donc, vous nous retrouverez, donc on vous enverra les liens. On va je crois que François avait mis dans la discussion, dans le chat, le lien donc, de l'épisode 1. On y retrouvera donc l'épisode 2. Sinon, encore une fois, sur notre chaîne YouTube, donc CMA Normandie, dans la playlist Pôle Athènes. Voilà, merci à tous de votre présence et à votre disposition. Au revoir.